Voilà, c'est voilà, ben, c'est parfait, ça se met à l'écran. D'accord. Merci, merci beaucoup donc Maryse, et je vous donne donc la parole pour 20 minutes. Très bien, merci. Donc, je vais vous présenter mon mémoire de Master 2 Génie urbain, pour lequel la problématique était de savoir en quoi la participation des habitants dans la construction de leur habitat pouvait avoir un rôle déterminant pour la transition énergétique. Et donc, je me suis focalisée sur l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est un mouvement qui est ancien, qui est apparu dès les années 1970, avec notamment le mouvement de l'habitat groupé autogéré, qui est un mouvement pour lequel les porteurs de projets remettaient en cause les pratiques architecturales qui ne trouvaient pas forcément en adéquation avec les besoins émis par les habitants. C'est un mouvement qui a connu une période de crue dans les années 1980 parce qu'il y avait peu de projets qui émergeaient. Et ensuite, à partir des années 2000, on a eu une nouvelle vague de projets qui a commencé, notamment suite à l'émergence des enjeux environnementaux actuels. Et donc, c'est là qu'on a vu apparaître le mouvement de l'habitat participatif tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et fait participer une multitude d'acteurs, donc l'habitant, les architectes, les promoteurs, constructeurs, bailleurs sociaux, qui participent notamment à la recherche du terrain, les collectivités territoriales qui peuvent mettre à disposition des outils pour faciliter l'émergence de ces types de projets, et les associations qui ont un rôle d'accompagnement des habitants. Il y a plusieurs étapes pour un projet d'habitat participatif. Donc, on débute par la formation du groupe d'habitants. Ensuite, il y a une réflexion du groupe autour du pré-programme et autour de la faisabilité du projet. Et ensuite viennent les étapes de conception et de réalisation du projet. Donc, dans le cadre de mon mémoire, j'ai analysé 4 études de cas qui se trouvent tous en région parisienne, à peu près dans un rayon à chaque fois de 10 km autour de Paris. Donc les 4 projets sont la Maison des Écoliens, Couleur d'Orange, Coupe-Coteau et Buisson-Saint-Louis. L'objectif de ces 4 études de cas, c'était aussi de mettre en miroir des opérations plus anciennes avec des opérations plus récentes qui ont été réalisées après les années 2000. Au niveau des opérations anciennes, donc il y a le lavoir du Buisson qui se trouve à Paris, qui est une opération qui a été livrée en 1983. Et donc, c'est la réhabilitation d'un ancien lavoir du 19e siècle. C'est à peu près un terrain de 1200 mètres carrés et qui comprend aujourd'hui 15 logements et 3 jardins collectifs. Ensuite, le deuxième projet, c'est Couleur d'Orange, qui a été livré en 1987 et qui se trouve à Montreuil, qui est une ancienne usine désaffectée et qui comprend aujourd'hui 14 logements. Au niveau des opérations plus récentes, il y a la Maison des Écoliens qui a été livrée en 2016. Là, on est passé, pardon. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, la Maison des Écoliens qui a été livrée en 2016, qui est une rénovation et une extension d'une maison déjà existante qui comporte aujourd'hui 3 logements différents. Et enfin, il y a le projet Coupe-Coteau qui se trouve à Ivry-sur-Seine, qui a été aussi livré en 2016 et qui est un projet de 13 maisons individuelles réparties à peu près sur 1990 mètres carrés de terrain. Donc ces projets-là, qui ont été réalisés à peu près dans les années 1980, on va voir qu'ils ont déjà une certaine prise en compte de l'écologie, à travers notamment le fait qu'il y ait des espaces qui soient évolutifs. Les habitants voulaient des espaces qui allaient durer dans le temps, et que l'habitat puisse s'adapter à l'évolution des modes de vie et des besoins des individus. Donc, par exemple, dans le cadre du projet du lavoir du Buisson, on a une structure qui a été pensée pour pouvoir être cloisonnée, une structure poteau-poutre. Et donc, par exemple, suite au départ de certains enfants, les parents ont pu effectivement cloisonner le logement et revendre ou mettre en location l'autre partie du logement. On a aussi l'exemple de la salle commune qui a été pensée pour pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps, qui a été d'abord une garderie, puis une salle de sport, puis une salle des fêtes, et même une salle d'exposition artistique. Donc on a ici quand même une notion d'habitat durable,
dont le but principal était qu'ils puissent évoluer au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de l'évolution des modes de vie de ses habitants. Ensuite, on a un autre facteur dans ces projets-là, c'est les espaces partagés, notamment les espaces où se trouvent des équipements lourds, donc par exemple la cuisine ou bien la laverie. Donc ça, ces espaces partagés permettent des achats groupés, des investissements à plusieurs. Et ça, du coup, ça évite une surconsommation et ça permet forcément d'optimiser l'usage. Et donc forcément, ça a un impact aussi sur l'environnement. Et puis les consommations d'énergie sont mieux gérées et sont mieux adaptées. Et puis dans ces espaces partagés, on peut aussi retrouver des jardins collectifs avec par exemple des compostages qui peuvent être mis en place, notamment comme ça a été le cas au lavoir du Buisson. On a aussi un troisième facteur. Dans l'habitat participatif, forcément, les usages réels des habitants sont vraiment pris en compte dès la conception. C'est le logement qui va s'adapter à l'individu et ce n'est pas l'inverse. Donc, c'est un logement qui va être fait sur mesure pour l'habitant. Et donc, forcément, ça évite aussi une surconsommation d'énergie, puisque tous les besoins de l'habitant sont pris en compte dès le départ. Donc, on voit ici qu'on a, sur ces opérations, même si elles sont assez anciennes, on voit qu'on a une prise en compte quand même de l'écologie à travers trois aspects différents, à travers le fait qu'il y ait des espaces évolutifs, des espaces partagés, et aussi sur le fait que les usages réels des habitants soient vraiment pris en compte dès le départ. Et donc là, on tend quand même vers un aspect d'habitat qui va être durable. Donc même si on a une certaine prise en compte de l'écologie, on va voir que cette prise en compte a évolué au fur et à mesure du temps, et notamment sur des projets plus récents, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'atelier de sensibilisation à l'environnement, et l'objectif principal pour l'habitant, c'était d'avoir un logement qui allait être peu cher, avant d'être écologique. Donc aujourd'hui, cette prise en compte de l'écologie dans les projets plus récents a évolué, avec notamment les structures accompagnatrices qui jouent un rôle important. Donc j'ai échangé avec deux structures, avec la coopérative collective d'animation de l'habitat participatif en Île-de-France, qui assure une mission d'utilité sociale et une mission d'accompagnement des groupes. Également la structure, l'association Éco-Habitants, qui a été créée en 2006 à Nantes et qui aide les habitants à construire leur lieu de vie, qui assiste aussi tout le groupe d'habitants durant toute la durée du projet. Ce sont deux structures qui appartiennent au mouvement Habitat Participatif France. Et donc, ces structures accompagnatrices, elles interviennent à plusieurs étapes. Donc, dès le départ, lors de l'incubation du projet, elles interviennent ensuite pour la définition du projet de vie, pour la construction du groupe, et enfin pour l'étape de programmation. Elles interviennent à travers des ateliers participatifs. Il y en a à peu près une trentaine d'ateliers par an. Et la première chose qui est demandée aux habitants pendant ces ateliers, c'est de définir les valeurs du groupe. Et les trois valeurs les plus citées sont la cohésion sociale, la non-spéculation et l'empreinte écologique. On voit ici que ces trois valeurs qui sont citées dès le départ par les habitants s'inscrivent dans les trois piliers du développement durable, ce qui montre qu'il y a quand même une sensibilité écologique qui est déjà présente dès le départ pour une majorité des habitants. Mais cette sensibilité écologique n'est pas la même pour tous au départ et peut être justement développée grâce au travail effectué par les structures accompagnatrices. À travers notamment des ateliers de sensibilisation, à travers de l'éducation populaire, les structures accompagnatrices permettent de donner des clés aux habitants pour qu'ils développent leurs connaissances sur des sujets qui sont liés à la construction, mais aussi liés à l'écologie. Ici, on a ensuite un schéma d'une doctorante, de Camille Deveau, qui a mis au point un schéma sur différentes variables et différentes typologies de projets. Et on voit ici que donc on a trois types de projets différents. Le type numéro 1, c'est un projet où il y a peu de participation des habitants.
Le numéro 2, c'est un projet avec une participation moyenne où les habitants vont participer à la finition et à l'élaboration du programme architectural. Et le type numéro 3, c'est une participation plus active des habitants qui vont élaborer tout le projet architectural en collaboration avec l'architecte. Et donc, ce schéma permet de voir que plus l'implication des habitants est importante et plus la variable écologie est développée. Donc, ça met vraiment en lumière le lien étroit qu'il peut y avoir entre la variable participation et entre la variable écologie, même si aussi plusieurs déclinaisons du tableau restent possibles. Donc, outre les structures accompagnatrices qui peuvent influencer sur les comportements des individus, il y a un autre facteur qui est important, c'est la dynamique de groupe, puisque lors de mes échanges avec les habitants, j'ai relevé trois profils, trois catégories qui sont ressorties au commencement du projet. La première catégorie, c'est les profils que j'ai appelés les éco-responsables, pour qui les valeurs environnementales sont très importantes et qui agissent au quotidien en faveur de la transition énergétique à travers par exemple, des éco-gestes qu'ils vont faire au quotidien. Et puis, ils appartiennent souvent aussi déjà à une association ou à un métier en lien avec l'environnement. Le deuxième type de profil, c'est les socio-éco, qui placent la valeur sociale et la valeur écologique au même niveau. Pour eux, les deux sont importants. Le troisième profil, c'est les sociocentrés qui vont partager plutôt des valeurs de solidarité, des valeurs d'entraide, de bien vivre avec leurs voisins, et pour qui le contact et les échanges sont très importants. Et donc, on voit ici que pour tous les profils, on a quand même une sensibilité sociale et écologique qui est déjà présente dès le départ, puisque pour s'engager dans un projet participatif avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais on recherche un petit peu de lien social. Et l'une des motivations aussi, c'est souvent, on veut réduire ses consommations d'énergie. Donc, on a aussi une sensibilité écologique. Mais après, les deux ne sont pas forcément développés de la même manière. Et on va voir qu'au fur et à mesure du projet et au fur et à mesure de la maturité du groupe, les profils évoluent et les profils du départ sont plus forcément les mêmes que les profils à la fin du projet. Donc, si on prend par exemple le cas de la maison des écoliens, qui est un projet où il y a eu de nombreux aménagements écologiques, donc un récupérateur d'eau de pluie, une toiture végétalisée, des mobiliers de récupération, il y a également des toilettes sèches à l'intérieur des logements. Donc sur ce projet-là, il y a 3 habitants différents. Il y a le premier habitant qui a un profil éco-responsable, donc qui est très centré sur l'écologie. Puisqu'il est ébéniste, il travaille avec des matériaux naturels, donc il est déjà un petit peu engagé. Ensuite, il y a l'habitante numéro 2 qui a également un profil éco-responsable, aussi très centré donc, sur l'écologie, et qui avait déjà dans son ancien appartement un fournisseur d'électricité qui était 100% renouvelable, donc qui était déjà assez engagé. Et l'habitante numéro 3 qui avait un profil plutôt socio-centré et donc qui était attirée par la dimension sociale, par la notion d'échange et d'entraide. Et donc, on voit à la fin du projet que finalement, les profils ont évolué. Les habitants qui étaient éco-responsables, finalement, se sont rendus compte qu'il y avait aussi la dimension sociale qui était importante. Et l'habitant qui était plus socio-centré, au fur et à mesure des échanges avec les autres habitants et au fur et à mesure de l'évolution du projet, ils ont participé à plusieurs salons, ils ont fait des visites aussi d'habitat participatif, ils se sont aussi formés un petit peu seuls. Au fur et à mesure, donc, son profil a évolué et aujourd'hui, elle fait des gestes qu'elle ne faisait pas avant. Elle fait plus attention, par exemple, à ses consommations d'eau. Elle fait attention à consommer des produits plus locaux, des produits bio aussi. Et elle sait, par exemple, elle participe aussi à des ateliers dans lesquels ils élaborent des produits cosmétiques naturels. Donc, on voit ici que elle qui prêtait pas forcément attention à l'écologie au départ, finalement, à la fin du projet,
grâce à la dynamique de groupe, son profil a évolué et aujourd'hui, elle fait des gestes qu'elle ne faisait pas avant. Après, il reste quand même une limite à tout ça et à cette dimension écologique. C'est le paradoxe qu'il peut y avoir entre les souhaits des habitants et les possibilités budgétaires qu'ils ont. Parce qu'au niveau national, il y a des recommandations comme par exemple la RT 2020 qui va prévoir un logement passif comme un standard de construction. Et, sauf qu'aujourd'hui, les prix de revient des matériaux, notamment pour les filières locales, elles peuvent parfois avoir jusqu'à 30% de surcoût. Donc, il n'y a pas un budget on ne peut pas faire tous les aménagements et tous les souhaits des habitants. Surtout en Île-de-France, là où ces études de cas ont été réalisées, où on sait que c'est un foncier qui est sous tension, donc le foncier représente à peu près 30% du prix du logement, alors qu'en province, ça va plutôt être autour de 10%. Donc, s'il y a déjà 40% qui est mis dans le prix du foncier, il reste forcément moins de possibilités pour faire des aménagements écologiques qui parfois peuvent coûter cher, notamment au niveau de la fabrication ou au niveau de l'entretien. Si on prend par exemple le cas des panneaux solaires, c'est quand même un coût qui n'est pas négligeable. Donc on voit ici qu'il y a quand même un enjeu politique et important concernant l'habitat participatif et qu'il manque quand même un accompagnement sur le plan économique et il manque aussi pas mal d'aide pour les habitants. Donc pour résumer un petit peu cette présentation, donc on voit ici qu'avant les années 2000, on a une prise en compte de l'écologie qui se fait par trois notions que sont les espaces évolutifs, les espaces partagés et le fait que les usages soient vraiment pris en compte dès le départ pour les habitants. Ensuite, après les années 2000, on a toujours ces trois notions qui restent, mais on a aussi les structures accompagnatrices qui vont jouer un rôle important de sensibilisation des individus et des habitants, notamment par des ateliers participatifs très concrets où ils font parfois des jeux de rôle, ce qui permet vraiment de centrer le débat sur l'écologie. Et on a aussi la dynamique de groupe qui, dans des groupes où les profils sont très différents au départ, permettent une évolution et permettent le développement de gestes en faveur de la transition énergétique. Et donc, il reste, comme je disais, une limite à ça, c'est savoir comment accompagner sur le plan financier les projets d'habitat participatif pour qu'il puisse y avoir plus d'aménagements écologiques qui soient faits en France. Très bien. Je pense que vous avez... Oui, c'est ça, vous avez terminé. Oui, bon. Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre intervention qui montre bien qu'un des atouts, un des intérêts de cet habitat participatif, c'est de créer un temps et un lieu pour de réflexivité, en fait, hein, où peuvent être échangés, partagés, mis en débat des valeurs, des attachements, des projets, des aspirations, dont justement des aspirations écologiques, ce qui ne se crée pas spontanément dans tous les espaces de vie collective. Donc, c'est effectivement très, très intéressant. Merci et merci également d'avoir montré un peu cette perspective historique, hein, montrant les différents sens, l'évolution de la notion de durabilité, en fait, depuis une durabilité comme ajustement à l'évolution des usages jusqu'à une amplitude beaucoup plus importante. Alors, donc on a les quelques minutes réglementaires d'échange partagés équitablement entre les deux espaces physiques et virtuels. Est-ce que... oui, il y a une question, Marie, si tu veux te déplacer et prendre le micro. Bonjour, Marie Mangold, je suis sociologue. Merci beaucoup pour votre présentation. On voit bien le lien entre expérience résidentielle et évolution des modes de vie. Moi, je me demandais, à un moment donné, vous avez parlé de performance énergétique, de bâtiments passifs, de respect de ces normes. Alors, vous avez dit qu'il y avait le problème
la question qui se posait du choix entre une performance énergétique ou des matériaux biosourcés, des questions de coût. Et je me demandais aussi, en fait, en situation de choix d'habitat participatif, est-ce que les habitants vont vers des logements à très haute performance énergétique, puisque dans d'autres situations, type logement social, souvent on se pose la question de l'accompagnement des habitants, des comportements des usagers par rapport au fonctionnement technique de ces bâtiments, de représentation de l'air sain, de questions d'aération, ce genre d'outils qui sont voilà, inhérents au fonctionnement de ces bâtiments. Qu'est-ce qui s'est passé dans les bâtiments, enfin les habitats que vous avez étudiés? Oui. Alors, dans l'habitat participatif, l'avantage, c'est qu'effectivement, les habitants interviennent à toutes les étapes, notamment à l'étape de conception, et donc échangent régulièrement avec aussi l'architecte qui peut leur donner les clés nécessaires pour connaître et bien appréhender les aménagements écologiques qui vont être faits. Alors que dans les logements sociaux, les habitants en fait arrivent directement dans le logement, mais n'ont pas été formés avant, n'ont pas eu d'échange avant. Et c'est là donc la différence. Et donc dans les sujets, dans les projets euh, pour lesquels j'ai fait les études de cas, les habitants sont totalement conscients et c'est eux qui ont choisi les aménagements écologiques qui sont dans le logement. Donc ils savent totalement s'en servir et il n'y a pas de souci au niveau de l'usage. Très bien, merci, merci Maryse. Alors, il peut y avoir des questions dans le chat, mais sur lesquelles, peut-être des questions un peu techniques auxquelles vous pourrez répondre, Maryse, par la suite. Est-ce qu'il y aurait une autre question sur la présentation et donc sur ces quatre études de cas? S'il n'y en a pas, je me... Ah, il y a Pierre Zimmermann qui souhaite... Voilà, bah Pierre, donc tu as la parole. Une question Oui, courte et une réponse courte. Voilà. merci Rémi. C'est vraiment deux mini-questions. La première sur la question de l'impact là, sur les pratiques éco-responsables. Est-ce que dans les opérations que vous avez analysées, il y a aussi eu un impact sur les questions de mobilité? Voilà, ça a peut-être emmené plus d'acteurs vers des mobilités alternatives douces. Et la deuxième, on sait que ces groupes d'habitat participatif sont souvent ouverts sur leur voisinage. Est-ce que finalement, leurs expériences, compostage, espaces partagés, pratiques éco-responsables, font tache d'huile aussi vers les voisins dans des opérations plus classiques ou pas? Merci. Oui, donc pour répondre à la première question sur la mobilité, effectivement, il y a également sur ces projets-là souvent par exemple des vélos électriques qui sont à disposition des habitants, notamment sur le projet du lavoir du Buisson. Donc les déplacements, lorsqu'ils sont à proximité, se font toujours en mobilité douce, en vélo électrique. Et il peut y avoir aussi un partage, par exemple, de la voiture, donc du covoiturage. Et donc, effectivement, ils tendent quand même vers l'utilisation de mobilité plus douce. Et pour la deuxième question, qui était, rappelez-moi la deuxième question. Qui était ce que ça fait un peu tache d'huile aussi, les pratiques éco-responsables sur les opérations voisines ou Oui, les habitants voisins? oui, effectivement, ça peut aussi s'étendre un petit peu à proximité, mais ça dépend des opérations. Mais pour l'opération la Maison des Écoliens, par exemple, en fait, ils ont mis en place des ateliers ouverts aux habitants et notamment aux voisins, où ils font, par exemple, du mobilier en matériaux naturels, où ils font, comme je disais, des ateliers avec des cosmétiques aussi naturels. Et donc ça, c'est ouvert aux habitants qui sont à proximité. Donc ça permet aussi d'étendre un petit peu les pratiques écologiques aux habitants qui sont voisins de ces projets-là. Mais ça dépend encore une fois des projets. Sur le reste des projets, ça ne s'est pas vraiment étendu aux habitants qui sont à proximité. Très bien, merci pour ces réponses, Maryse. Et donc, on arrive au terme en fait de cette première session et partie de matinée. Merci donc aux trois intervenantes, Valérie, Elisabeth, Michel et Maryse. Et donc, on a quelques